Bon, mes amis, ce soir, on a fait un meeting à 10 000 personnes autour d'une thématique simple, la révolution du bon sens, et avec des hommes et des femmes qui incarnent cette révolution du bon sens parce qu'ils sont eux-mêmes, par leurs compétences, par leur engagement professionnel, des acteurs de la transformation économique et sociale de notre pays. Alors je veux les remercier tous ceux qui ont participé à ce rassemblement, que ce soit ceux qui sont dans la salle ou ceux qui nous ont suivis à travers Internet. Merci à Viviane pour cet engagement si sincère et si précieux. Merci à Karine pour la vitalité qui est la sienne et la manière dont elle nous redonne de l'espoir. Merci à Guillaume le Sartois qui crée de l'emploi. Merci à Hervé pour son imagination, pour son soutien sans faille, pour son dynamisme au service du plein emploi. Merci à Jean-Marc Daniel pour la qualité de sa réflexion. Merci à Henri pour son engagement total au service de la jeunesse. Et puis merci à Philippe Ayat pour son enthousiasme, cet enthousiasme qui fait plaisir à entendre et qui montre que le projet que je porte, le projet que nous portons ensemble, contrairement à nos détracteurs, ça n'est pas du sang et des larmes. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui. Le sang et les larmes, c'est la société française d'aujourd'hui. Et ce que nous voulons faire simplement, c'est au contraire rendre l'espoir aux Français, leur redonner un avenir, leur permettre enfin d'assumer leurs projets, leurs rêves et de briser les parois de verre dans lesquelles nous les avons enfermés avec les normes, avec les réglementations, avec les taxes et avec les impôts. Et puis, je veux dire un merci particulier à Pierre Danon, qui est à l'initiative de ce rassemblement. Qui tranche avec les habitudes politiques et qui illustre de façon parfaite, au fond, ce que je veux faire. Parmi ceux qui se sont exprimés ce soir sur les réseaux sociaux, il y a les pour, il y a les contre. Ce qui importe, c'est que ceux qui sont pour s'engagent demain dans le débat présidentiel. Et ce qui importe, c'est que ceux qui sont contre s'interrogent honnêtement et se posent la question « est-ce qu'on peut continuer comme avant ?» Il y a 2 jours, c'était le 1er mai, et c'était la fête du travail. Les traditions et les cortèges sont une chose que je respecte, mais moi je veux réagir concrètement devant la défaite du travail. Devant la défaite du travail qui blesse tellement de Français. Et je veux dire que cette défaite n'est pas fatale. C'est notre système qui est malade, ce n'est pas le peuple français. Le peuple français, il regorge de courage et d'inventivité. Il faut simplement lui donner la liberté d'exprimer ce courage et cette inventivité. Le plein emploi exige un changement culturel. On a depuis 40 ans considéré le travail comme un gâteau à partager. On a cru qu'il suffisait de lutter contre les licenciements alors qu'il fallait lutter en amont pour multiplier les embauches. On a considéré les entrepreneurs et les investisseurs comme des suspects a priori. Et le pouvoir n'était jamais loin de penser que l'emploi se décrétait et que le licenciement s'interdisait. On a tout encadré, on a tout nivelé, on a tout surtaxé, par peur de la liberté, qui est pourtant la première valeur de notre devise. On a fait du dialogue social une machine à broyer l'initiative. On a fait du dialogue social un théâtre déclamatoire où les vieilles postures jacobines de l'État côtoient les derniers fantômes du marxisme. Aujourd'hui, François Hollande célébrait les 80 ans du Front populaire. Il a bien le droit à la nostalgie, lui, que le présent accable. Mais plutôt que de commémorer le passé, qu'il mette un terme à tous ces discours qui confèrent à la gauche le monopole de la justice, du progrès, de la liberté guidant le peuple contre son adversaire, la finance. Cette idéologie a archaïsé notre démocratie et elle a éloigné les Français des réalités économiques. Il faut sortir de ces impasses
pour engager une stratégie de croissance globale dont nous avons ce soir commencé à donner les lignes de force. Oui, nous devons, c'est un préalable, valoriser le travail dans notre société. Certains pensent encore que le travail avilit. Non, le travail n'avilit pas. Le travail procure à l'homme sa dignité. L'entrepreneur ou l'artisan qui ont réussi doivent être mieux considérés que la star médiatique d'un jour. Celui qui se lève tôt pour bosser ne doit pas être dissuadé par son voisin qui cumule les aides sociales, ni ridiculisé par le dealer du coin qui gagne en un jour ce que lui gagne en un mois. L'équité exige que les revenus du travail soient supérieurs à ceux de l'assistance, d'où ma volonté de rendre dégressives les allocations chômage et de créer une prestation sociale unique. Elle exige que les régimes de retraite du public et du privé soient enfin alignés. La justice commande aussi qu'on soit récompensé pour son mérite et donc qu'on ne bénéficie pas de parachutes dorés quand on a échoué. La justice exige que les responsables publics soient intègres et c'est une condition fondamentale pour engager la transformation de notre pays. Les vertus du travail, l'effort, le mérite, l'équité doivent être partagés par tout le monde, parce que tout le monde doit se sentir dans la même équipe, prête à tout faire pour redresser son pays. Oui, nous voulons rénover notre système éducatif et nous voulons le brancher sur le monde professionnel. Nous avons 2 fois moins d'apprentis qu'au Royaume-Uni et 4 fois moins qu'en Allemagne. Alors plutôt que de multiplier encore les emplois aidés, qui permettent d'afficher des meilleures statistiques du chômage, je propose de mettre, comme vous en avez débattu, le paquet sur l'apprentissage. Le symbole du baccalauréat ne doit pas occulter l'objectif de l'accomplissement professionnel. La pluralité des parcours, la diversité des pédagogies, l'égale dignité des filières doivent permettre à chaque adolescent de trouver sa voie et l'autonomie des établissements scolaires et universitaires que je propose y contribuera. Nous voulons que notre État et nos services publics soient plus efficaces pour nos concitoyens et pour leurs impôts. Plus notre secteur public est lourd et mal géré, plus la société travaille pour lui et non pas pour elle. Je veux un État et des collectivités locales à 39 heures et je propose que les gains de productivité dégagés permettent d'ouvrir des perspectives de carrière à nos fonctionnaires et de réduire les déficits publics. Nous devons mettre toute notre puissance sur la recherche et l'innovation pour gagner la bataille mondiale de l'intelligence et des ruptures technologiques. Et au principe de précaution, je préfère donc le principe de responsabilité. Nous devons sécuriser nos points forts, l'énergie, l'aéronautique, les biotechnologies, le transport, l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme, les industries de pointe qui ne sont pas condamnées dès lors qu'elles se sont dotées des armes de la compétitivité. Mais nous devons en même temps anticiper les nouveaux secteurs d'activité, les nouvelles formes de métiers, les énergies nouvelles, les richesses à venir, dont celle des fonds marins, dont nous sommes les 2e détenteurs au monde, les services à la personne, la digitalisation des techniques, la robotique, la mobilité et la pluriactivité professionnelle, parce que, et on l'a vu au cours de cette soirée, on ne travaillera plus toute une vie de la même façon et sur le même poste. Le numérique a rendu possible de nouvelles façons de travailler, que d'ailleurs notre jeunesse plébiscite. Travailler où l'on veut, selon ses horaires, à son propre compte. Ça n'est pas la fin du salariat, mais c'est le début, incontestablement, d'une nouvelle économie qui va dynamiser les générations à venir. Nous pouvons orienter vers l'emploi des centaines de milliers de personnes en développant le travail indépendant et l'entrepreneuriat. C'est le sens des propositions que j'ai présentées le 13 avril. Il faut maintenant, cher Hervé, passer à l'acte 2 de l'auto-entrepreneur. Dans la compétition internationale, on doit défendre nos intérêts. C'est la raison pour laquelle je refuse
le traité de libre-échange transatlantique tant que les États-Unis n'auront pas renoncé à appliquer leur droit national aux entreprises européennes. De la même façon, je refuse que l'Europe reconnaisse à la Chine la qualité d'économie de marché tant qu'elle n'en a pas les caractéristiques, parce que ce sont des milliers d'emplois qui sont concernés par des accords qui sont des accords déséquilibrés. Nous devons évidemment nous appuyer sur l'Europe, qui doit être le tremplin de notre économie et qui doit être le bouclier de notre civilisation dans la mondialisation. Mais il faut revoir son fonctionnement. Je milite pour plus de souplesse dans l'organisation des 28 États membres, parce que l'uniformité et la technocratie nous tuent. Mais en parallèle, je veux que le couple franco-allemand et la zone euro aient pour ambition, même si c'est une ambition de long terme, de rivaliser avec le dollar et de créer les conditions d'une harmonisation fiscale et sociale pour faire de leur espace l'une des places les plus fortes et les plus ambitieuses au monde. Cette stratégie globale, je l'articule avec une refonte de notre marché du travail. Parlons du Code du travail, puisque c'est le nœud du problème. Du rapport Badinter au rapport Combrexel, les socialistes eux-mêmes ne savent plus quoi faire de ce code illisible. Le réécrire totalement serait titanesque et sans doute décevant. Ma rupture, elle est simple. C'est le recentrage du Code du travail sur les normes sociales fondamentales. Elle représente 150 pages sur 3400. Tout le reste doit être renvoyé à la négociation au niveau de l'entreprise ou des branches, avec le référendum d'entreprise, mais le vrai, pas celui qui ne peut être déclenché que par les organisations syndicales, le vrai référendum d'entreprise en cas de blocage. Certes, tout cela sera une révolution pour les organisations syndicales et professionnelles. Leurs habitudes hiérarchiques vont devoir s'accoutumer aux réalités du terrain. Il y aura moins de postures et il y aura plus d'obligations, de compromis et de résultats. Au fond, une part de notre contrat social va être placée entre les mains des Français eux-mêmes. C'est la clé d'une nouvelle participation sociale. C'est la clé d'une nouvelle alliance entre l'efficacité et la solidarité. Si les Français m'accordent leur confiance, dès les premières semaines du quinquennat, j'engagerai des mesures massives. Je supprimerai la contrainte des 35 heures. Ce sera aux salariés et aux chefs d'entreprise de négocier librement la durée du travail dans la limite des durées du travail européennes. Je donnerai la priorité en donnant la priorité aux prélèvements pesant sur le coût du travail, je baisserai de 50 milliards d'euros les charges et les impôts sur les entreprises, ce qui correspond très exactement aux chiffres qui ont été évoqués par Karine tout à l'heure, c'est-à-dire à ces prélèvements en réalité fiscaux qui pèsent sur le travail et qui ne devraient pas. L'investissement, c'est évidemment le nerf de la guerre. Chez nous, le capital est imposé. Le revenu du capital est imposé à 60, voire 70%, quand il est imposé à 30% en Allemagne. J'instaurerai une flat tax à 30% sur la fiscalité du capital et je supprimerai le stupide ISF qui détruit des entreprises et qui fait fuir les entrepreneurs. Mesdames et Messieurs, mon projet s'attaque frontalement à la malédiction française du chômage. Tous les autres projets sont soit flous, soit volontairement incomplets lorsqu'ils ne sont pas carrément démagogiques. Certains espèrent tout du retour de la croissance. Ils se trompent, c'est l'emploi qui crée la croissance et non l'inverse. D'autres prétendent qu'en fermant nos frontières, on ressuscitera notre tissu économique et industriel. De l'extrême droite à l'extrême gauche, on cultive la peur et le goût des ruines. Moi, je dis que nous devons nous transformer pour nous redresser. Je ne ruse pas avec la difficulté. Je ne trompe personne sur les réformes de fond qu'appelle le progrès économique et social. Sans doute, ce serait plus commode d'aller vers les électeurs en courtisant. Mais alors, je serais infidèle à la vérité
et les Français seraient, s'ils me croyaient, infidèles à leur histoire. Nous ne sommes pas un peuple de résignés, nous sommes un peuple de bâtisseurs, nous sommes un peuple d'innovateurs, et ensemble, nous pouvons rebondir et nous pouvons nous placer en tête de l'Europe. Les Français aujourd'hui sont écœurés par le système actuel, et j'entends leur révolte. Ma libération du travail, elle est pour eux. Cette libération du travail, elle abaissera le mur des charges et des contraintes. Elle donnera aux salariés et aux chefs d'entreprise la responsabilité de négocier et de s'entendre. Cette libération du travail, elle relancera l'ascenseur social. On ne cherchera plus dans quel pays notre enfant pourrait trouver son avenir. L'avenir, il sera ici, dans notre pays. Les Français ont tout à gagner d'une société où 1000 opportunités s'ouvrent à eux plutôt que de vivre dans une société figée. Le statu quo est funèbre et mon programme est au contraire revigorant. Ceux qui m'accusent d'aller trop loin sont les croque-morts de la France. Je ne prétends pas avoir de remède magique. Je ne prétends pas avoir de remède magique, mais du moins j'ose défier le mal qui nous étouffe avec l'intime conviction que nous pouvons réussir. Ce soir, je sais que nous sommes des dizaines de milliers à pouvoir affirmer que la bataille de l'emploi est gagnable. Alors, mes amis, au travail et au combat, parce que c'est ensemble que nous pourrons redresser notre pays et redonner un avenir à notre jeunesse et renforcer notre identité nationale.